Mesdames, Messieurs, chers amis, après les dossiers d'il y a 40 ans, qui nous avons un peu réchauffés, nous avons commencé la dernière fois à évoquer ce qui nous intéresse depuis plus récemment, le ritualisme romain, en commençant d'abord par les vœux non acquittés, qui sont une des particularités intéressantes de la religion romaine, les rites funéraires ensuite. J'ai commencé la présentation de la fouille de Classé, près de Ravenne. Je vous montre encore une image de la fouille de Classé, je vous montre quelques images, où j'ai réuni avec Jacopo Ortali entre 2004 et 2006 un groupe international qui comprenait quelques-uns des meilleurs fouilleurs de tombes pour observer ensemble les résultats des différentes manières de fouiller qu'on pouvait avoir en Europe. J'ai évoqué les deux méthodes qui s'opposaient, qui ont des avantages respectifs, et je vous ai dit que finalement, c'était le premier enseignement de cette campagne de 3 années, était qu'il n'y avait pas de différence entre les deux types de fouilles, sinon sur le plan, sur le mode de la documentation. Les deux techniques donnent en tout cas les mêmes résultats pour ce qui concerne l'interprétation des données. Regardons maintenant la nécropole elle-même. Nos fouilles suscitèrent notre étonnement. Donc, je vous avais montré ces deux lampes inversées qui étaient en rapport avec une fosse à libation que nous avons pu retrouver. Et ça se trouve aussi dans une fouille qui est à une soixantaine de kilomètres à Sarsina, où vous voyez ici... attendez, je vais quand même... Je ne sais pas si c'est lié à ça. Non, peu importe. Il y avait, vous voyez en haut à droite, vous avez une autre de ces lampes renversées que nous avons retrouvées. Mais à part cela, nous étions très étonnés de ne pas trouver d'autres traces rituelles près des tombes qui sont découvertes autour des sépultures quand la fouille est faite selon les critères actuels. En général, autour des tombes elles-mêmes, dans les tombes et autour des tombes, il y a des restes rituels. Nous avons parlé de cela il y a quelques années, et vous rappelez qu'outre les tombes, les environs des tombes ont des traces rituelles d'offrandes, de banquets, même, il y a même des salles à manger dans certains cas, qui sont à côté des tombes, et nous n'avons pas trouvé cela à classer. Donc nous étions étonnés. Et on peut se poser des questions, évidemment, sur l'absence de ces traces et d'aménagements cultuels en surface, qui sont en général en relation, rappelez-vous, avec les banquets funéraires qu'on servait aux défunts et qu'on consommait à l'extérieur de la tombe entre vivants. Alors pourquoi cette absence? S'agit-il d'une coutume locale? Une coutume due au fait que nous nous trouvons dans une nécropole de la flotte dont les personnels n'étaient présents sur les lieux que pendant des périodes plus ou moins longues, 20 ans, 30 ans, mais pas plus en général. De ce fait, et sans doute encore moins parce qu'ils étaient mutés dans d'autres unités de la marine. De ce fait, il n'est pas impossible que les commémorations annuelles, dont ces traces rituelles à l'extérieur des tombes sont la trace, aient été faites globalement, autrement en tout cas, globalement par des associations de vétérans, voire par des commandants d'unités, que des unités elles-mêmes fassent des choses. Donc associations privées de vétérans ou les unités elles-mêmes qui, le jour de la fête des morts, mettons, faisaient un service quelque part sur cette grande nécropole que je vous ai montrée, d'une flèche à cet endroit. Il est possible aussi que régulièrement le cimetière ait été aménagé, aplani, pour pouvoir accueillir de nouvelles tombes. L'absence d'héritiers ou de familiers pouvait favoriser une semblable réutilisation rapide de la nécropole. C'est le seul élément rituel que nous ayons recueilli
mis à part les très importantes observations faites par notre anthropologue physique Henri Dudet sur le mode de déposition des ossements dans les urnes cinéraires après incinération. Il a pu démontrer, grâce à la fouille très méticuleuse de ces urnes qu'on sortait, vous allez en voir, qu'on sortait pour les fouiller vous en avez déjà vu, je crois, pour les fouiller en laboratoire. Donc, il les fouillait très méticuleusement par paliers de 2 ou 3 centimètres. Et puis, il faisait des statistiques sur les fragments d'ossements recueillis. Et il a pu prouver ainsi que la collecte des ossements sur le bûcher commençait par les pieds pour finir avec la tête. On pourrait dire que le mort est en quelque sorte debout dans l'urne, si vous voulez, mais ça reflète plutôt le ramassage, le rite de ramassage des ossements. Il a également pu faire des observations sur la déposition des inhumations et de certaines caractéristiques. Bref, autant de traits qui définissent le profil de cette nécropole ou d'une partie de cette énorme nécropole et qui prouvent une fois de plus que chaque système rituel, funéraire ou non, possède ses règles propres dans le contexte général des rites funéraires du monde romain occidental, et cela quelle que soit l'origine géographique et ethnique des défunts. On avait déjà vu ça ailleurs, par exemple à Mayence, où il y a une nécropole dans une des rues de la sortie de l'agglomération de Mayence. Et là aussi, c'est surtout des tombes militaires, de légionnaires et autres, et de commerçants installés à Mayence. Et on a vu que tous ces gens qui venaient des 4 coins de l'Europe se faisaient enterrer de la même manière. Et là, on avait des traces autour des tombes, etc., puisque c'était une vraie ville où les gens continuaient à habiter, éventuellement même après avoir quitté le service. Et donc, quand l'un des leurs était mort, ils pouvaient en prendre soin. Mais la nécropole a donné d'autres informations non rituelles, plutôt culturelles, disons, dont je voudrais vous parler et qui sont encore inédites. L'une des tombes que j'ai fouillées en 2004 avec mon assistante Maria Romana Picuti a livré une donnée particulièrement intéressante concernant le milieu militaire, ou du moins les personnes actives dans ces bases militaires, ou plutôt, respectons les termes, de la marine, parce qu'il ne faut pas parler aux marins des militaires. C'est cette tombe 88 qui a été détruite à un moment donné, comme vous le voyez, par la tombe, le mausolée 38. La tombe est située donc dans la partie ouest de la nécropole, dans la tranchée, en partie dans la tranchée de cette vigne plantée dans cette terre de dunes au XVIIIe siècle. Vous voyez aussi la méthode de fouille qui est voilà, la tranchée devant vous, au fond de laquelle on a le mausolée et déjà une partie de la tombe 38. Et vous voyez que nous avons commencé par descendre par niveau les différentes couches qui reçoivent des numéros. Donc tout ça est très classique, mais c'est le mode occidental, disons, de la fouille. Du côté oriental, au-delà du Rhin, on travaille, je vous l'ai dit, autrement. Nous avons trouvé une situation complexe. Une première tombe, alors il faut que je descende un peu, voilà, une première tombe 88B était composée d'une sorte de pierre. Au moment où on découvrait ça, c'était ainsi, avec ici clairement, il y avait une partie du contenu de cette urne cinéraire, c'est de cela qu'il s'agit, qui avait écoulé. Et puis, il y avait aussi, dans ce côté-ci, des ossements épars dans ces couches-là. Et si on regarde un relevé qu'on avait fait à l'époque, vous voyez cette pierre qui a les ossements épars, puis il y a une autre partie ici et des restes même de matériel d'une tombe, un strigile, enfin la chaînette d'un strigile, ces racloirs qu'on emmenait dans les thermes pour enlever le sable et la transpiration et l'huile dont on s'induisait en faisant du sport dans les thermes, des restes d'ossements, etc.
Donc, je reviens sur l'image générale. C'est une situation complexe. Une première tombe 88B a été installée sans doute après l'écroulement du monument auquel elle appartenait. Manifestement, il y a quelque chose qui a été détruit et qui n'est plus là. Elle était renversée, vous avez vu cette urne, cette pierre, et dans la fosse 376 ont été retrouvées des poches de cendres noires, comme vous avez vu, un regroupement d'ossements, des fragments de céramique et de bronze, ainsi qu'un balsamère de verre. Dans les tombes, il y a toujours des offrandes de parfums, pas pour avoir une bonne odeur, mais plutôt comme élément de banquet. Lors des banquets, on prenait des couronnes et on s'induisait de baumes parfumés, hein, des parfums de type indien qui sont assez gras, n'est-ce pas? C'est de l'huile avec des parfums. Cet aménagement a partiellement détruit une deuxième tombe, T28, 88B, qui se trouve ici. Qui se trouve ici. Tout cela, est-ce que ça appartient à la même tombe? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait trop. En tout cas, tout ça a été détruit et dispersé. Cela. Donc, revenons à la partie septentrionale de la tombe T88A. Elle est constituée, en fait, non pas par une pierre, mais je vous l'ai déjà dit, par une urne de pierre. Il est difficile, j'ai encore une image, donc vous voyez, quand on fouille un peu de plus près, on trouve cette urne tombée sur le côté. Et là, vous voyez aussi une autre urne avec son contenu qui est dispersé là. On ne peut pas reconstruire les événements qui se sont passés, mais il est évident que l'urne n'est pas à sa place et qu'elle est en outre renversée et ouverte, et on dirait que son contenu s'est répandu ou a été rassemblé dans cette fosse que je vous ai montrée, 376. On a donc l'impression que le monument T38, qui est le grand machin que vous voyez en bas, avait à son angle ouest une urne funéraire, T88A. Ensuite, ce mausolée s'est écroulé ou bien a été détruit, en même temps que peut-être un autre aménagement qui se trouvait par là. Il est impossible de prouver que l'urne provient de T38. Là, c'était raclé, nous n'avions plus rien pour comprendre. Donc c'est une situation complexe où on peut jouer avec des reconstructions, mais vous verrez, finalement, ce n'est pas intéressant pour nous. C'est très clair qu'un monument, en quelque sorte, a été détruit et que le reste a été évacué. Manifestement, s'il y avait un monument à part, il a été complètement évacué et seuls sont restés sur place, est restée sur place l'inhumation, cette urne qui en plus a été basculée et qui a été un peu malmenée dans l'affaire, mais les ossements et tout sont restés sur place. Et je vous montre encore des images. Voilà de l'autre côté, vous voyez très clairement le même type de contenu, le contenu d'une urne cinéraire que vous avez là, qui est même cassée, mais qu'on met entièrement dans ce trou avec les ossements, et il y avait d'autres matériels que vous avez vus sur le dessin ici. Impossible de dire en plus de nouveau si c'est cette tombe qui a détruit ce qui se trouvait ici, où il y avait ces deux urnes cinéraires. Je ne répète pas davantage, c'est compliqué. L'aménagement, une fois qu'on avait enlevé l'urne, on a même trouvé, toujours à côté de la tombe, et la 88 était là, si vous voulez. Là, il n'y a plus rien, vous voyez, ici on a enlevé, et on a trouvé ici le couvercle de notre urne, qui donc était un peu plus loin. On voit vraiment qu'on a enterré des choses qui avaient été déjà en partie détruites et démontées, ce qui est déjà une information de nouveau rituelle également très importante. Sur les photographies qui sont montrées,
On constate donc que la partie supérieure des monuments s'est écroulée et qu'à un moment donné, les autorités locales ont aplani cette surface en séparant même le couvercle vraisemblablement de l'urne, en renversant l'urne pour faire un plan d'installation pour de nouvelles tombes, parce qu'au-dessus, il y avait, on le sait, des inhumations, bien plus tardives, à une époque d'un siècle plus tard. Et on a fait ce qu'on faisait toujours, on aplanissait, mais en laissant les morts sur place. On ne change rien, si vous voulez, à leur emplacement. Et ça peut correspondre, par exemple, à une situation comme celle-là, c'est à quelques mètres plus loin, où vous voyez un inhumé particulièrement souriant qui, les mains croisées, qui est dans son linceul ou dans son cercueil. On ne peut pas le déterminer ici, c'est plutôt un cercueil parce qu'il n'a pas les pieds liés, semble-t-il. Et vous avez ici, à côté de lui, enfoncé dans la terre, dans la tombe, l'inscription funéraire. Et là aussi, notre interprétation, c'est comme sur la tombe T88, ils ont eu besoin à un moment donné, je vous ai dit, il y a plus de 200 tombes dans ce petit espace. Régulièrement, quand une tranche était remplie, on aplanissait et on refaisait de nouvelles tombes au-dessus, en apportant de la terre, ou je ne sais pas comment ils faisaient. Et en faisant cela, toutefois, ils ne détruisaient rien. Et quand il y avait une inscription comme celle-là, qui était par exemple dressée ici, derrière la tombe, et seul sortait le panneau, comme sur les cimetières anglais encore aujourd'hui, n'est-ce pas, une planche comme ça de marbre avec le truc, ils l'ont démontée, ils l'ont mise à côté du cercueil ou du linceul, de l'épaule du ou de la défunte. Donc c'est un comportement tout à fait habituel et intéressant de montrer comment les nécropoles sont occupées en permanence. Et ce ne sont pas des concessions qui sont peu à peu remplies, on a des exemples, mais ce sont des successions à rythme rapide des tombes. Et là, je reviens à mon explication, c'est vraisemblablement parce que nous sommes dans une nécropole de la marine de guerre que les individus tournent assez vite, ils sont là pour 10-15 ans, et puis ils sont nommés dans une autre unité, ils laissent peut-être un frère, un ami, un parent, ou simplement un membre de son unité sur place. C'est l'unité qui s'en occupe, mais il n'y a pas de famille, si vous voulez, pour s'occuper du tombeau, et donc l'unité agit de façon militaire très, très efficace en faisant des paliers réguliers qui fait disparaître des tombes. Revenons maintenant à notre tombe qui nous donne aussi un autre renseignement très intéressant. Ce que les images ne montrent pas jusqu'à présent, et je ne voulais pas perdre de temps avec cela, c'est que cette inscription comportait une inscription sur la face mise contre terre. Et quand on l'a relevée, on voyait en relief l'inscription dans le sable un peu humide, ce qui est assez émouvant pour un épigraphiste. Le contexte archéologique, le formulaire épigraphique et un vers virgilien qui est contenu dans cette inscription, et aussi la forme de l'urne, indiquent que l'inscription doit dater de la première moitié de notre ère. Tout ça, Virgile, le formulaire et tout cela, la forme de l'urne, nous renvoie aux premières moitiés du 1er siècle après Jésus-Christ. Voici donc le texte que comporte cette dédicace. Voilà l'urne mise debout avec son couvercle, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a là un texte que nous regarderons. Voilà la chose retournée et sans intérêt. Et voilà le texte. Vous pouvez donc lire Amoino filio, donc à Aménus, notre fils, Moenus et Mada parentes. Menus et Mada, ses parents, féquèrent et ont fait ce monument. Et puis, au-dessous, vous le distinguez peut-être mal sur cette photo,
il y a un distique élégiaque, c'est-à-dire un hexamètre et un pentamètre. Vivite felices quibus est data vita sodales. Vivez heureux, vous, compagnons, sodales, à qui est donnée la vie, nam mihi non liquid, mors inimica fuit, pour le scander. Car moi, cela n'a pas été permis, la mort a été mon ennemi, a été inamical ou hostile, si vous voulez. Le nom de Amoinus, fils de Meunus et de Mada, a été créé, vous le voyez par vous-même, à partir du nom du père, Moinus. C'est un jeu de mots. Amoinus signifie aimable, charmant, c'est donc le charmant. Le nom ou le surnom en lui-même ne sont pas du tout fréquents pour les hommes. Une vérification rapide a révélé 3 exemples. Donc voilà l'inscription. Il y a à Egnatia, en Italie, dans les Pouilles, une tombe avec un Lucius Maecius Luci Libertus Amoinus Hixitus Est. Donc Sigi, Lucius Messius Amoinus, affranchi d'un Lucius. Là, c'est un surnom, Amoinus, le charmant. À Saint-Julien, en Genevois, en Narbonnaise, Mercurio, une dédicace, à Mercure, Lucius P., on ne sait pas quel est son nom de famille, Amoinus, votum solvit libens merito. Donc Lucius P. quelque chose, Amoinus a acquitté de plein gré à Mercure, qui l'a bien mérité, son vœu. Et enfin, dans le Norique, au Magdalensberg, il est question d'un Amoinus Priami Servus, un Amoinus qui est esclave de Priam. Priam, c'est clair, nom grec, c'est un autre esclave, ce sont 2 esclaves. Et il est tout à fait courant dans l'Empire romain qu'un esclave possède des esclaves. Et donc voilà, pour les hommes, c'est tout ce que j'ai trouvé dans la littérature épigraphique. C'est très rare. En revanche, pour les femmes, Amoina, le surnom, Amoina, la charmante, c'est très fréquent. Là, on en trouve beaucoup. Donc ça va un peu contre les modes, et pour cause, parce que il y a ce jeu de mots, si vous voulez, entre le nom du père, Moinus, et le nom du fils, Amoinus. Et Moinus, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un nom étrange, ce n'est pas un nom romain, c'est un nom celtique, ou germain, mais plutôt celtique, c'est le nom du Main, Main, à Mayence, la rivière qui se jette dans le Rhin à Mayence. Et Moinus porte ce nom parce qu'il était soit originaire de là, soit parce qu'il a reçu ce nom-là par les soldats romains qui l'ont recueilli ou avec qui il travaillait, ou parce qu'il s'était lui-même défini comme l'homme du Main, ou quelque chose comme ça. C'est un nom, en tout cas, d'étranger, de barbare, auraient dit les Romains. Et maintenant, le Moinus est à Ravenne. Et ce n'est pas étonnant, parce que Mayence était aussi la base d'une flotte sur le Rhin et sur le Main. Donc il est très possible que ce Moinus avait une fonction quelconque en tant qu'étranger dans la marine de guerre romaine qui était stationnée à Mayence, et que de là, il a été muté à Ravenne, autre port militaire de la flotte de l'Adriatique. Donc c'est quelques cohésions de ce type. Son épouse Mada, pour dire un mot, porte également un nom qui remonte à une racine celtique, mais plus tard, 2e, 3e siècle, ça pourrait aussi être un nom germain. Souvent, il n'y a pas trop de différence entre les noms venant de ces 2 peuples. On note le jeu de mots, en tout cas, entre le nom du père et celui du fils, qui témoigne à lui seul, déjà, d'une certaine culture latine. Le père, en tout cas, ça c'est sûr, c'est lui qui a donné le nom à son fils, devait être assez latinisé pour faire ce jeu de mots, et pour en être fier, en quelque sorte. Lui qui porte un surnom barbare, si vous voulez, d'une rivière de Germanie,
eh bien, il a un fils qui porte un nom tout à fait romain et que lui a inventé en quelque sorte. La culture latine est aussi attestée par le distique élégiaque que porte la partie inférieure de l'inscription. Je vais vous l'afficher de nouveau, n'est-ce pas? Vivite felices, etc. Déjà, l'idée de mettre sur son urne un vers témoigne d'une romanisation, comme nous disions, d'une latinisation, parce que la mode était, à cette époque, dans certains milieux, de mettre un petit poème funéraire sur la tombe, qui dit des choses assez banales, comme ce que vous avez vu. En général, c'est « toi, passant, qui jouis du présent, arrête-toi un instant avec moi, et puis n'oublie pas, c'est pas drôle ici, tu es beaucoup mieux là où tu es, etc. » C'est en général le thème. On en avait parlé quand nous avons parlé des rites funéraires. Et ce qui est intéressant, c'est que notre distique cite partiellement un vers de l'Énéide de Virgile. Moi, en m'éloignant, les larmes étaient venues, je leur disais « Vivite felices quibus est fortuna peracta ». Vivez, soyez heureux, votre fortune à vous est accomplie. Nous, un appel nous entraîne de destin en destin, les Troyens qui s'enfuient. Donc c'est ce vers qui a été adopté par notre Amoinus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à le faire, ce qui vous montre une fois de plus autre chose. Vous avez par exemple, il s'est employé au moins dans 6 poèmes funéraires. Vous avez d'abord à Rome, un monument dont on doute, mais enfin, il n'est pas classé parmi les inscriptions fausses, parce que c'est peut-être, on en a douté, parce que personne ne l'a vu, l'inscription figure dans un manuscrit, et Virgile, alors on s'y disait, oui, c'est un clerc médiéval ou de la Renaissance qui s'est amusé à écrire un vers semblable, mais c'est une inscription lacunaire, et c'est vraiment le vers de Virgile, Vivite felices quibus est fortuna data, ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a un deuxième vers à Rome, très fragmentaire, Vivite felices quibus est data longior vita. Mais ça peut aussi être autre chose, vous voyez par les crochets droits que c'est restitué. Ça peut être le même que celui-là. Et je dirais que si on trouve 2 fragments de Virgile sur des tombes, parce qu'il s'agit d'inscriptions funéraires, vous pouvez être sûr que ce ne sont pas des faux, parce que ce sont des inscriptions trop peu intéressantes pour être issues de la main d'un faussaire. Ensuite, à Kärnten, Carnuntum, près de Munich, vous avez cette inscription-là d'un légionnaire de la 15e légion Apollinaris, Vivite felices quibus est data longior hora vixi ego, etc. Et là, nous sommes, vous voyez, Vivite felices quibus est data vita, ou commencez avec notre inscription, je reviens, quibus est data vita sodales. Vous voyez que là, on est très près de ce que nous avons à Ravenne. Et enfin, à Viminacium, en Serbie, vous avez dis manibus, etc., au dieu Man, Vivite felices nostris que profundite manis et memores sit. Ils n'ont gardé que le début, c'est moins clair. Et puis à Baalbek, alors nous sautons ailleurs, il ne faut pas être surpris par la distribution géographique, c'est l'armée romaine. Tout ça, c'est l'armée romaine, où vous avez Vivite felices et nostris profundite manis, vraisemblablement, et memores estis, etc. Et enfin, pour finir la boucle, à Mayence même, dont vient notre Moinus à tout coup, n'est-ce pas? Vivite felices quibus est data vita fruendi, et pas sodales.
nam mihi, enfin ça vous rappelle vraiment l'autre, non fato datum est felicem morari. Moi, je n'ai pas eu par le destin la capacité de rester là, bienheureux. Hic ego nunc iaccio, je suis maintenant couché ici, et puis commencent les lamentations. Je vous avais dit à l'époque que 99% des poèmes funéraires, c'est cela, et on n'y trouve pas du tout d'aspiration à l'immortalité individuelle. Ils vous disent, Pousse, je suis heureux si tu t'arrêtes, donne un petit grain d'encens en mon honneur, etc., mais sache que ce n'est pas drôle ici. Hein. Donc c'est très commun. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout cela est lié directement ou indirectement, mais ça c'est encore un légionnaire de la 4e Légion macédonique, à l'armée. Manifestement, il y avait dans l'armée, comme de nos jours souvent, par exemple dans la Légion étrangère, des cours de latin, parce que la langue de commandement de l'armée romaine, même pour les troupes auxiliaires, les étrangers, c'était le latin. Et il fallait apprendre le latin, et les soldats d'origine étrangère voulaient aussi s'intégrer dans cette société et en général apprenaient la poésie, apprenaient à lire les bons auteurs, et puis leur professeur devait, sur commande, leur faire des petits vers mirlitons à mettre sur les tombes, etc., parce qu'ils voulaient vraiment se donner, comme Moenus et Mada, quand un Romain de Rome voyait ces noms, il devait sourire. Mais quand il voyait un vers de Virgile, il devait sourire aussi. Il dit « Ah, ceux-là, ils sont de chez nous, ils sont entrés dans la danse. » Et c'est extrêmement intéressant de voir cela, l'utilisation de Virgile dans l'armée romaine et dans ses inscriptions funéraires, l'armée et au-delà. Et il y a une riche littérature sur cela, parce qu'on trouve cela un peu partout. Il y a d'autres vers, etc. Je vous donne un autre exemple. Werner Eck a publié dans un livre sur la Judée, Syrie, Palestine, un ensemble d'études, et il y a un des articles qui s'appelle Mort à Rafia, le transfert culturel de Pannonie en Syrie, Palestine. Et c'est la même chose, c'est un poème funéraire, où on trouve, qui est très long, hein, où on trouve Vivito mortalis dum dan tibi tempora parcae. Vous me direz, c'est drôlement restitué, il y avait des lacunes, oui, mais vous allez voir. Il y a la même inscription à Aquincum, à Budapest. C'est à la mémoire de Quintus Aelius Apollonius, un soldat de la cohorte miliaire des Surorum, etc., qui est mort pendant son service. Et là, vous avez tout le vers, avec une faute d'orthographe, Vivito mortalis dum dan tibi tempora parque. Le deuxième dum est répété. Vous voulez un autre exemple? Ulchisia castra, qui donne le même vers, et c'est du 2e, 3e siècle, tout cela après Jésus-Christ. Vivito mortalis tunc dan tibi tempora parque. Le reste du vers est perdu, mais c'est vraiment le même vers. Donc vous pouvez voir que de Budapest jusqu'en Syrie, Palestine, on a les mêmes vers qui sont utilisés, ou de Mayence jusqu'à Ravenne, qui sont utilisés sur les tombes des militaires. Et bien sûr, à Rome, on trouve tout. Hein, c'est une société encore plus mêlée. Les cultures... Ulchisia castra n'est d'ailleurs pas loin de Budapest. Hein, c'est vraiment là, on est dans le même milieu des grands camps militaires romains, près du Danube. Les cultes funéraires, donc, témoignent aussi, à leur manière, de la diffusion de la culture latine qui s'effectue à travers l'armée, notamment en contexte funéraire. Et notre Moenus de Ravenne et son Amoenus en fournit un exemple précoce, c'est assez tôt par rapport à ces inscriptions-là,
et charmant, pour ainsi dire. Donc je voulais absolument vous montrer, pour conclure ces cours qu'on avait faits sur les rites funéraires, ce petit exemple. Bon, un autre thème qui nous ramène au début des cours que je faisais ici, c'était les promenades archéologiques, je ne sais pas si, ou religieuses dans la Rome antique. Certains d'entre vous y ont peut-être participé. Je ne vais pas revenir sur ces promenades religieuses que nous avons faites il y a 12 ans. Je l'avais fait pendant 2 ans, donc j'en avais beaucoup dit. Et la topographie de Rome ne change pas si vite. Il y a quelques nouveautés, mais elles n'ont pas d'incidence sur notre sujet, sur ce que j'avais dit. Un seul détail a reçu un complément important de recherche, et il me paraît que ces nouvelles recherches règlent définitivement le problème, même si les savants continuent de s'insulter un peu. Le sujet touche à Auguste, dont nous avons commenté il y a quelques années les res geste, les hauts faits. Il s'agit de ce monument-ci, de l'obélisque qui se trouve Piazza Montecitorio, devant le Parlement italien, à côté de la Piazza Colonna, et du Corso, si vous voyez Rome. C'est un obélisque qui a été transporté là et dressé par Auguste en 10-9 avant Jésus-Christ. Pas tout à fait là, mais il a été trouvé dans les environs. On a fixé sa base là au moment où il a été redressé, au XVIIIe siècle. Cet obélisque et ce qui était lié, il y avait quelques allusions dans Pline sur cela, Pline l'Ancien, a été l'objet d'une enquête par le directeur de l'Institut archéologique allemand Edmund Buchner dans les années 70. Et Buchner l'a interprété comme l'aiguille d'un gigantesque cadran solaire qui aurait été installé à cet endroit, et cadran solaire qui aurait été un monument au dieu Sol, au dieu Soleil, Hélios, qui devait souligner le caractère solaire d'Auguste. Et une des preuves, entre guillemets, était que le jour du solstice d'automne, l'ombre projetée par l'obélisque serait tombée sur l'Ara Pacis Auguste, cet autel de la paix Auguste dédié en 12 avant Jésus-Christ par Auguste pour célébrer l'état de paix retrouvé après les campagnes de pacification d'Auguste en Gaule, à partir de 27-25 avant Jésus-Christ jusqu'à peu près en 13. Et là, vous voyez notre obélisque, comment il était donc positionné. Vous aviez un cadran solaire où on pouvait lire les heures de la journée, et le 21 septembre, l'aurait porté vers l'autel de la paix dressé à cet endroit, le long de la Via Lata, le Corso actuel, du côté de San Carlo, par là. Et voilà donc l'hypothèse. Et il a fait des fouilles ici, en gros, dans cette partie. Il a effectivement trouvé une ligne avec des lettres en bronze désignant des constellations, des levées de constellations. Or, le 21, le jour du solstice d'automne, correspond à 2 jours près à l'anniversaire d'Auguste, donc célébration solaire d'Auguste. Je vous avais dit à l'époque que l'interprétation faite par Buchner n'était pas recevable en raison d'arguments que je dirai dans un instant, mais aussi en raison d'erreurs de calcul. Je m'appuyais alors, parce que moi, comme astronome, je ne suis pas très bon, sur l'article d'un jeune physicien publié dans un journal scientifique tout à fait honorable et même excellent, Michael Schütz, qui a prouvé qu'il y avait plusieurs erreurs très grosses de calcul qui montraient que ça ne pouvait pas fonctionner ainsi.
Or, un gros, et depuis, silence. Buchner lui-même n'a jamais changé d'opinion, n'a jamais vraiment répondu à ce jeune physicien, et l'affaire, tant qu'il Buchner est un vieux monsieur qui avait un certain pouvoir à l'époque, donc on est resté silencieux jusqu'au moment où il nous a quittés, et un gros dossier est sorti sur le sujet qui vient de confirmer et de développer cette critique. Il y avait eu un premier article en 2009 ou 2007, mais il y a dans le Journal of Roman Archaeology de 2011, il y a déjà toute une série d'articles autour de cette question, et c'est aussi notre ami Schütz qui participe à cela, qui montre que qu'il y a des erreurs qui sont tout à fait graves. Après l'article de Schütz, l'affaire paraissait entendue par la plupart des topographes. Mais depuis 2010-11, le débat a repris. Il y a d'abord eu ces articles-là qui ont ensuite, avec les réponses que cela a suscité, fait l'objet dans le même journal il y a 2 ans d'un petit volume supplémentaire consacré à cette affaire. Donc en gros, l'opinion telle qu'elle s'est constituée après l'article de Schütz et que la plupart des auteurs soutiennent, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cadran solaire, mais d'une méridienne inscrite sur le sol, c'est-à-dire qui montre l'heure de midi et aussi par les points extrêmes la position du Soleil suivant les constellations dans lesquelles on se trouvait, qui permettait donc de vérifier la cohérence entre l'année civile et l'année solaire. Alors, que dire de cette nouvelle littérature que j'ai parcourue ? Je commence par noter que la plupart des données topographiques, difficiles à obtenir déjà, car le pavement en question que Buchner a découvert est situé à une grande profondeur, plutôt plus de 10 mètres sous le niveau actuel, sous des maisons, sont actuellement, donc les points de mesure qu'il avait recueillis, sont actuellement invérifiables puisque les marques de relevé au sol ont disparu. Il faudrait, pour vérifier les travaux de Buchner, faire un nouveau relevé, ce qu'un groupe de jeunes géomètres de Rome, de topographes, propose. Mais ce n'est pas simple parce que c'est un puits assez étroit avec une grande profondeur et donc c'est très compliqué à faire. Donc pour l'instant, il n'en est pas question, mais il faudrait tout refaire pour revérifier encore, si on le voulait, les travaux de Buchner. D'autres articles insistent sur d'autres invraisemblances de la théorie de Buchner et les nouveaux arguments contraires découverts depuis ont été découverts depuis, notamment les bornes pomériales de Vespasien, auxquelles Rodriguez Almeida a attiré l'attention à une distance très rapprochée de l'obélisque, qui interdit de songer à autre chose qu'à une méridienne, qui est une simple ligne, et non pas quelque chose qui envahit le territoire du Champ de Mars à droite et à gauche, puisque le pomerium, c'est une limite juridique qui est liée au territoire, à la délimitation du territoire interne de la ville, doit être libre de toute emprise. Il y a des bornes qui sont marquées là, et il ne pouvait pas y avoir une emprise au-delà de cette chose. En tout cas, ça pose un petit problème. Bizarrement, l'un des auteurs, Peter Heslin, qui avait déjà en 2007 fait un premier, c'est lui en quelque sorte qui a relancé les choses, qui a des idées très proches, des remarques très fortes contre la théorie de Buchner, paraît finalement maintenant, en fin de compte, rejoindre celui-ci en ce qu'il tient compte non pas du cadran solaire et de tout cela, mais il dit que simplement, quand on se trouvait près de l'Hôtel de la Paix, on devait voir l'obélisque au loin et donc établir cette même connexion.
Je veux bien. Et un autre collègue, Bernhard Friescher, propose d'y joindre non seulement le mausolée, mais aussi l'hôtel de la Providence, qui était situé de l'autre côté de la Via Lata du Corso actuel, dans la même perspective. Et même, on fait même entrer dans la danse le temple du soleil, construit à la fin du IIIe siècle de notre ère par l'empereur Aurélien, près de la place Saint-Sylvestre. Donc, on raconte un peu n'importe quoi maintenant. Donc, vous voyez comment ça se trouvait. On met maintenant cela en rapport avec cet hôtel-là, un autre qui se trouve ici, avec le mausolée d'Auguste, etc. Tout ça à des distances assez grandes. Toutes ces argumentations nouvelles me paraissent convaincantes sur un point. La vérification définitive de la théorie de Buchner est aujourd'hui impossible et n'a pas été contrôlée et discutée suffisamment à l'époque des fouilles. Tout semble plaider en faveur d'une méridienne. D'autre part, même si on oublie l'horloge solaire, la mise en relation de l'obélisque avec les deux autels et le mausolée me semble pécher par une référence trop forte et trop mécanique au culte du souverain. Je ne vois pas pourquoi Auguste aurait mis en évidence une prétendue royauté solaire par cet obélisque, par ce cadran solaire ou cette méridienne. Si on se donne la peine de lire l'inscription qui figure sur l'obélisque, qui est d'ailleurs identique à celle qui figure sur l'obélisque du Grand Cirque, qui se trouve encore là aujourd'hui, on se rend compte que c'est une dédicace rappelant la soumission de l'Égypte 20 ans plus tôt, qui mit fin à la guerre civile. Vous voyez l'empereur César Auguste, fils du divin Jules, grand pontife, puis vient cette datation, 10-9 avant Jésus-Christ. L'Égypte, ayant été réduite au pouvoir du peuple romain, a donné cet obélisque en don au soleil, Hélios lié à l'Égypte. Bon, nous sommes effectivement 20 ans après la chute d'Alexandrie qui mit fin à la guerre civile et qui aussi donnait aux Romains le pouvoir en Égypte. En outre, en 10-9, nous ne savons pas exactement très précisément de quand date la finition de l'ouvrage, nous sommes à l'époque où Auguste avait ordonné la correction du calendrier julien, parce qu'avec César, on a introduit l'année julienne, qui permettait enfin de faire coïncider à peu près l'année civile et l'année solaire à Rome. Mais les pontifes qui avaient le contrôle de ça avaient fait une petite erreur avec l'année intercalaire, ce qui faisait que l'année était de nouveau déréglée. Donc Auguste a demandé des calculs et des propositions, et c'est en 8 qu'il a fait un décret où on a définitivement calé l'année civile sur l'année solaire de façon astronomiquement correcte. Donc nous sommes à cette époque où on faisait ces travaux, et rien ne pouvait mieux montrer la mise en correspondance parfaite de l'année solaire et du calendrier civil qu'une méridienne qui permettait de constater que les équinoxes et les solstices tombaient effectivement sur les bonnes dates du calendrier et que midi était bien midi suivant la saison. Il me semble que c'était déjà un argument suffisant pour dédier cet obélisque dans le parc qui entourait le mausolée. Il y a une époque aussi à laquelle les historiens des religions voyaient des cultes solaires partout, mais cela se passait au XIXe siècle. Et autant que l'assimilation des princes au soleil, dans la veine des délires de mon lointain prédécesseur dans cette maison, le citoyen Dupuy, qui a été mis au pilori ensuite par un bibliothécaire facétieux d'Agen, Pérès, qui fit une sorte de démonstration par l'absurde que Napoléon n'était qu'un culte solaire et n'avait jamais existé, eh bien, il faudrait aussi oublier l'idée que les empereurs et leur entourage passaient leur temps à créer des structures monumentales et rituelles pour célébrer la divinité de l'empereur. On sait qu'à Rome et en Italie, et notamment sous Auguste, il n'en était absolument pas question. L'empereur n'était pas divin du tout pendant sa vie.
il pouvait éventuellement être divinisé à sa mort. Et c'est ça que certains documents laissent entendre, Virgile, Horace, etc. Mais il n'était absolument pas l'objet d'un culte. De même qu'il faut éviter, donc il faut oublier ces fadaises de culte solaire, impérial, etc. De même, revenons au Champ de Mars, il faut éviter, à mon avis, de tirer aujourd'hui des lignes sur un plan de Rome pour mettre en relation tous les bâtiments publics, afin de révéler ainsi des symboles sous-jacents plus ou moins ésotériques, comme on le fait et refait toujours. Faire cela à grande échelle, bon, quand on se trouve sur un espace, dans un espace clos, bien entendu, mais quand on se trouve dans une zone assez importante, comme ça, à l'échelle et à partir d'une carte dont l'essentiel reste muet, faute de fouilles, me paraît relever de l'utopie. Que faire des édifices intermédiaires qui peuvent couper la vue? Que faire des limites du pomerium attestées par des bornes à proximité de l'obélisque, qui semble interdire l'idée d'un cadran solaire? Que faire du relief, même du quartier? Bref, ce sont des visions de l'esprit plus que des révélations sur des liens cachés ou voulus entre des édifices et le prince ou sa famille. C'est oublier que sur un plan, toute mise en relation est possible. Moi, je peux vous montrer beaucoup de cohésion sur un plan plat comme ça, où l'essentiel manque, n'est-ce pas? Et surtout, il ne faut pas oublier que le culte dit impérial, je le répète encore, n'était pas ce qu'on croit. Malgré les flatteries de tout genre que l'on déversait sur les empereurs, le culte impérial était soumis à des règles qui n'avaient rien à voir avec des flatteries occasionnelles. À l'exception de quelques monstres, ou présentés tels dans nos sources, tous les empereurs ont respecté ces règles cultuelles, notamment au début. Et il serait bien que les historiens, aujourd'hui, en tiennent compte. Je vais passer maintenant à un sujet dont j'ai assez peu parlé dans mes cours et qui est celui des cités dans l'Empire romain. J'ai parlé il y a quelque temps de théologie romaine et il y a un aspect très intéressant, c'est la théologie dans l'Empire romain, dans les provinces septentrionales. Une partie non négligeable de mes recherches au cours de toutes ces années, elles étaient un peu immergées si vous voulez, elles n'arrivaient pas à ce niveau, concernait précisément des recherches, des enquêtes avec des historiens et des archéologues sur les provinces, sur les cités des provinces, pour essayer d'éclairer, de comprendre la nature de l'impérialisme romain, la réaction qui avait été celle des peuples soumis et la manière dont avait fonctionné ce vaste empire. Comment un ensemble aussi vaste a-t-il pu tenir ensemble pendant pratiquement 4 ou 5 siècles avec des moyens logistiques et militaires aussi réduits? Ce fait, qui m'a toujours préoccupé, renvoie aussi à l'acceptation de cette situation de la part de la majorité des anciens ennemis, et enfin à l'habileté avec laquelle les Romains ont su gouverner leur empire. Certes, la paix romaine, comme on dit, ne fut pas le fruit d'un accouchement sans douleur, et le pouvoir romain n'était pas particulièrement altruiste. Néanmoins, les faits sont là. Les peuples soumis se sont intégrés dans l'ensemble romain, ont adopté la langue latine, pensez à notre Moenus, le droit romain, et assez rapidement même les religions romaines, un mode de célébrer le culte à la romaine. C'est ce fait que j'ai longtemps étudié avec mes collègues, dont Monique Dondimper, Marie-Thérèse Rapsat-Charlier, Jeannot Metzler, William Van Andringa et d'autres encore. J'essayais pour ma part de répondre à toutes ces questions à l'aide des sources relatives à la vie religieuse. J'ai averti dès le départ qu'il ne convenait pas de raisonner de ce point de vue à partir des empires occidentaux médiévaux ou modernes, car les religions occidentales de ces époques-là ne sont pas comparables à celles du monde romain. Et l'empire romain n'était pas semblable aux empires précédents ou postérieurs. La plupart des religions du monde antique se ressemblaient, et la notion de conversion
ne se pose pas dans le contexte de l'impérialisme ou de la réduction en province. Ce qui fait que les Romains n'ont jamais eu la volonté de détruire les systèmes religieux existants et de les remplacer par leur religion. En cas de guerre ou de soulèvement, cela pouvait parfaitement arriver, mais uniquement parce que les dieux des ennemis étaient considérés comme étant en guerre avec les Romains, ou encore parce que certaines pratiques religieuses, disons les sacrifices romains, humains, étaient jugées barbares. Mais ce n'était pas du tout une conduite systématique, dictée par la religion. Et d'ailleurs, comme c'était le cas avec l'impérialisme européen, par exemple. D'ailleurs, la plupart des peuples du monde antique se conduisaient et se seraient conduits de la même manière. C'est en somme un autre chapitre de la réflexion sur l'altérité de la religion des Romains que j'ai essayé de mener par ce biais. Puis, comme Andrew Wallace Hadrill l'a montré dans son livre sur la révolution culturelle des Romains, il n'y a pas de réception passive de la culture romaine, mais ce sont des créations propres des habitants des provinces. Cette culture n'est pas monolithique, elle est composée d'un mélange d'éléments romains, italiques, grecs et locaux, et donc pour ce qui nous intéresse, les Gaules, la Germanie. Et ce qui est vrai pour la culture l'est aussi pour la religion. Et donc on peut raisonner à partir de ce point de vue pour essayer de voir un peu plus clair. La zone dont je m'occupais était essentiellement celle de l'Europe septentrionale, les Gaules et les Germanies. Et je voudrais vous parler d'un aspect de ces recherches en poursuivant, comme je l'ai dit, les travaux sur la théologie ancestrale des Romains que nous avons discutés il y a 2 ans. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être le thème du cours sur les théologies ou pour l'avoir entendu par le biais des podcasts. J'essayais d'expliquer qu'il existait à Rome plusieurs théologies, c'est-à-dire plusieurs types de discours concernant les dieux, car il n'y avait dans ces religions qui circulaient à Rome, en public, en privé, ni révélation, ni livre, ni vérité fixée par un ou des dieux. Il n'y avait que des vérités liées à tel ou tel contexte ou à tel ou tel moment. Même lorsqu'une divinité délivrait un avis, c'était sur un événement précis ou en réponse à une question précise. Elle ne donnait pas de révélation globale, comme le fait, par exemple, le Dieu du monothéisme. Il y a la théologie ancestrale, qui peut être extraite de la pratique cultuelle. Il y a des thèmes que développait la mythologie. Il y a enfin la spéculation que conduisaient les philosophes sur la nature des dieux. Chacun de ces discours a son autonomie propre dans le monde antique et seul compte pour la pratique religieuse, la théologie et le ritualisme ancestraux. Ce sont ces différents discours théologiques que j'ai décrits et analysés en partant essentiellement de la pratique religieuse, de la manière dont traditionnellement les Romains se représentaient les dieux, pour voir comment nous pouvons les comprendre. Cette façon de faire portait uniquement sur Rome, dans mes cours, sur la religion du peuple romain et des familles romaines, éventuellement en Italie aussi, mais des zones proches, et non sur les innombrables cités, colonies ou municipes, non seulement en Italie, mais surtout dans les provinces. Car la religion de Rome au bord du Tibre ne concernait que l'État romain, la respublica du peuple romain, comme il disait, et bien entendu tout citoyen romain, où qu'il se trouve, en tant qu'il était membre de cet État. Mais cette religion et cette théologie ne s'imposaient pas à la deuxième patrie de chaque citoyen romain, la colonie ou le municipe dans lequel il était né et où même pour la majorité d'entre eux, il vivait. Rappelez-vous le cours d'il y a quelques années sur les dieux, les individus et l'État, où nous avons détaillé le rapport complexe que les citoyens romains entretiennent avec ces religions, avec ces obligations religieuses qui étaient multiples, diverses. Quand une cité devenait romaine, quand une colonie romaine était fondée, on n'y déversait pas la totalité des obligations religieuses de l'État romain. Comme je l'ai dit, on ne convertissait pas les habitants déjà en place
Et quand il s'agissait d'une colonie fondée par les Romains, on n'installait pas un pur décalque du système religieux de Rome. Comment comprendre alors les théologies qui étaient celles de ces colonies, de ces municipes de l'Italie et des provinces? Donnaient-elles à voir, et si oui, comment, les mêmes pratiques théologiques que celles que nous observons à Rome même? Pour la philosophie, certainement, puisque les élites avaient la même éducation. Pour la mythologie, c'est beaucoup plus difficile, car nous ignorons en fait et ne comprenons pas la mythologie locale antérieure à l'occupation romaine dans nos régions, par exemple, à laquelle pourtant les habitants des cités provinciales font allusion. Je n'ai qu'à citer très près de nous ici le pilier des Nautes, trouvé quelque part entre Notre-Dame et la préfecture de police à Paris. Cette inscription et ce pilier de l'époque de Tibère qui montre de façon très nette des personnages divins et peut-être mythologiques aussi, qui étaient des personnages là aussi gaulois, certainement. Ce n'est pas romain. Moi, je ne connais pas cela. Un romain ne connaissait pas, mais c'était mélangé à des divinités romaines. Et puis, si on regarde la dédicace, on voit que l'inscription est dédiée à Tibère, ça c'est très bien pour la datation, et à Jupiter Optimus Maximus, donc au dieu suprême des Romains, par les Nautes, donc cette association des transporteurs, des transbordeurs fluviaux qui étaient établis sur l'île. Ce qui nous oblige, donc, il y a des mélanges étranges, il y a des choses qui existent, mais il est très difficile pour nous, encore aujourd'hui, de pénétrer ces mythologies romaines, même en utilisant, comme on l'a fait, la mythologie de l'Irlande celtique. Ce qui nous oblige à nous demander comment fonctionnait cet ensemble de thèmes, comme la mythologie des Romains par rapport à la mythologie grecque. C'est possible, parce qu'il est possible que les Gaulois aient fait ce que Ovide, par exemple, a fait, s'inspirer de mythes romains pour raconter la mythologie gauloise, ou raconter à la gauloise les mythes romains. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'Ovide, encore pour l'instant toujours pas trouvé. C'est peut-être ainsi, ou alors c'est simplement des mythologies juxtaposées. Et les théologies civiques et privées, comment fonctionnaient-elles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois en nous interrogeant sur les théologies romaines de la Gaule et de la Germanie. Je vous remercie.